Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus et rebonjour à ceux qui sont là depuis ce matin. Alors cet après-midi sont avec moi Nicolas Beuglet et Vincent Oui. Je le prononce bien ? Super. Super. On va parler pendant un quart d'heure de la folie dans le polar. Parce que ces deux messieurs sont des adeptes de la folie. La folie des hommes pour l'un, la folie dans l'aspect plus médical pour le second. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que eux vont vous présenter leur livre, parce que je préfère quand les auteurs présentent eux-mêmes leur livre avec leurs mots. Si ça vous convient, messieurs. Si ça vous convient pas, je vous laisse pas trop le choix pour le coup. Vincent ? Ok. Je vais commencer par le dernier, histoire de ne pas faire comme tout le monde. Dans la toile, qui est sorti en mai il n'y a pas longtemps. Alors là, pour le coup, oui, c'est le livre qui va parler qui parle d'Isabelle, qui est une rescapée d'une fusillade et qui décide, suite à de lourdes séquelles, de partir s'exiler dans un chalet dans les Vosges. Et suite à ce déménagement, elle va vite se rendre compte que dans son environnement, ce qu'elle pensait la guérir va l'amener à... Il y a une angoisse qui va monter, et puis qui va donc de plus en plus la prendre à la gorge et puis lui faire traverser des moments de terreur. Merci Vincent. Nicolas ? Alors moi il y a deux livres, il y a Le Cri et Complot qui fonctionnent un petit peu ensemble parce que tous les deux ont une héroïne commune qui s'appelle Sarah Geringen, qui est une inspectrice norvégienne. Dans Le Cri, en fait, elle est appelée un petit matin parce qu'il y a eu une mort un peu suspecte dans un hôpital psychiatrique qui existe vraiment à Gstaad, à Oslo. Et quand elle arrive sur place, elle se rend compte qu'il y a plusieurs choses qui clochent. La première, c'est que l'homme en question, personne ne connaît son identité alors que ça fait des années qu'il est là, mais on n'a jamais su qui c'était. Sur le front, il a le chiffre 488 qui est gravé comme une vieille cicatrice. Et troisième point qui est encore plus suspect, c'est que le corps a été déplacé de l'endroit où il est vraiment mort. Et quand elle retrouve l'endroit où il est mort, elle s'aperçoit que c'est une cellule qui est recouverte de graffiti, a priori indéchiffrable, et à partir de là, l'enquête commence. Complot prend la suite de cette enquête qui va malmener Sarah. Cette fois, elle est installée avec le personnage qu'elle a rencontré dans Le Cri. Ça a l'air de plutôt bien se passer, sauf qu'on vient la chercher pour une enquête hors du commun. Ce sont les forces spéciales qui viennent la prendre en hélicoptère, et quand elle arrive sur place, sur une île au fin fond de la Norvège, battue par les vents au bord d'une falaise, elle retrouve le corps d'une femme mutilée, les épaules lacérées. Elle retourne son visage et là elle comprend pourquoi ce sont les forces spéciales qui sont venues la chercher, parce que c'est la première ministre norvégienne. Elle tient dans la main un caillou blanc près du visage, elle désigne du doigt quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire, et puis surtout quand Sarah va voir ce qu'il y a sous la maison de la première ministre qui est sur cette île-là, là c'est un très gros choc pour elle, et une fois encore l'enquête va prendre une tournure à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Voilà. Je vais te reprendre le micro, je suis désolée. Mais je vais te le rendre. Alors, Nicolas, tu nous parles plus précisément, toi, de la folie des hommes, ce qu'ils peuvent avoir de pire dans tous leurs aspects. Qu'est-ce qui t'a attiré sur cet aspect folie ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche particulièrement ? On est combien là ? Est-ce que c'est intime ou pas ? Ouais, bon. Non, il y a deux choses. La première, c'est que Le Cri, effectivement, je l'ai écrit suite à une période compliquée de mon existence où il a été peut-être envisagé que j'aille me reposer sérieusement quelque part. Et donc, l'hôpital psychiatrique, c'est quelque chose à laquelle j'ai pu être confronté de loin, et puis j'ai traversé des moments compliqués, et donc des années plus tard je me suis demandé ce qui m'était arrivé. J'avais ressenti des peurs qui ne m'appartenaient pas, qui étaient très étranges, et donc j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, et là j'ai découvert ce qu'était la véritable folie. Ce n'était pas celle des gens qui pensent qu'ils commencent à pas aller bien ou qui pensent qu'ils deviennent fous, mais des gens qui ne savent pas qu'ils sont fous mais qui font des choses folles, et c'est notamment à travers le fameux projet secret MK Ultra mené par la CIA dans les années 60-70 que j'ai découvert ce qu'on pouvait imaginer de pire sur les expériences qui pouvaient être menées sur des humains pour soi-disant l'exploiter de manière militaire, pour savoir comment on contrôle un esprit, comment on influence telle ou telle personne. Et ces gens-là, en fait, qui ont mené ces projets-là sont absolument fascinants, parce qu'il y a eu des interviews d'eux. Et la vraie folie pour moi, elle est là, c'est qu'on leur a dit: mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait subir à ces gens ? Vous les avez mis dans des situations avec un barbiturique dans une veine, et puis vous leur fichez un coup d'adrénaline dans l'autre, et puis vous voyez voir combien de temps ils vont tenir, vous les enfermez, vous les conditionnez, tout ça pourquoi ?
Et les gens qui étaient responsables de ces expériences disent mais attendez, ce qui était terrible, c'était quand même pour le personnel, tous ces gens qui hurlaient en permanence, c'était compliqué à gérer, etc. Et là, on se dit la folie, elle est là. On est dans le moment où la personne ne percute pas de l'inhumanité dont elle a fait preuve. Donc moi, c'est ça qui m'a intéressé en fait dans le CRI, et de savoir jusqu'où ces gens sont allés, sachant qu'ils ont des ambitions, ils ont envie de comprendre des choses. Qu'est-ce qu'un scientifique à qui on dit t'as plus de limites éthiques et t'as plus de limites budgétaires, vraiment, et t'inquiète pas, personne, et t'as plus de limites non plus légales, viens nous rejoindre, tu vas pouvoir faire tout ce que t'as pu faire, tout ce que tu peux pas faire ailleurs. Qu'est-ce que fait ce scientifique-là ? Bah, ça a eu lieu dans l'histoire pour de vrai. Et après, moi, j'ai rajouté une petite partie parce qu'on ne sait pas tout sur ce qui s'est passé dans le cadre de ce projet. Simplement, peut-être 30%, parce que beaucoup des dossiers ont été détruits. Et je me suis dit, mais si ce qu'on a découvert va si loin, qu'est-ce qu'on a jugé bon de détruire ? Jusqu'où ils sont allés ? Et c'est là qu'on atteint d'autres sphères. Voilà. Merci Nicolas. Alors c'est vrai que tu parles beaucoup de ce projet et on en sait quelques petits aspects, mais pas dans leur globalité. J'imagine que ça t'a demandé un gros travail de recherche quand même sur le sujet. Mais la recherche, en fait, c'est pas ça qui est très long. Ce qui est important, c'est de retrouver les informations et de pouvoir les recouper. Être sûr que c'est pas parce qu'on a trouvé ça sur tel ou tel site que c'est bon. Donc j'ai fini par retrouver sur le site du New York Times, qui a révélé l'affaire du projet MKUltra en 1970, si je me souviens bien. J'ai retrouvé quelque chose de fascinant. C'est toute la commission d'enquête qui a été nommée suite à cet article pour aller retrouver les personnes qui avaient fait ces expériences dans le cadre de la CIA et qu'on a interrogé en leur disant maintenant vous devez rendre des comptes. Et j'ai lu tous ces comptes rendus avec des généraux qui expliquent ce qu'ils ont fait, pourquoi. On retrouve les bons de commande des drogues, on retrouve les mémos en interne où on dit qu'il faut aller chercher des personnes justement dans des hôpitaux psychiatriques pour faire des expériences parce qu'ils ont souvent pas trop de famille ou de toute façon, comme ils vont déjà pas très bien, on verra pas la différence. Sur des prostituées, sur... C'est extraordinaire quand on a entre les mains les preuves matérielles de l'existence de ces projets-là. Ça prend une dimension tout autre parce qu'on se dit c'est énorme ce truc. Et pourtant j'en ai très peu entendu parler. Et d'ailleurs il y a eu simplement des excuses qui ont été formulées par Bill Clinton, je crois, dans les années 90, mais qui n'ont jamais donné lieu à une réouverture d'enquête ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que les choses sont tues, il n'y a pas eu de condamnation, une seule sur un accident. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a des centaines et des centaines de gens qui sont soit morts, soit qui ont eu leur vie détruite par ces expériences-là et dont on ne parle pas et qui n'auront jamais la possibilité de l'exprimer. Merci. Et alors, avec toi, Vincent, on passe plus sur l'aspect folie, mais l'aspect médical, pas la folie des hommes et ce que sont capables de faire les hommes. Pourquoi tu as choisi donc, pour ce troisième roman ce sujet-là qui est celui de la folie et de la mémoire aussi ? Parce qu'il y a un gros travail sur la mémoire. Alors, juste avant d'aborder le sujet-là, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Nicolas. Vas-y, je t'en prie. Par exemple, pour l'histoire du tricycle rouge, qui est le premier livre que j'ai sorti, je voulais parler donc, de l'aphasie. Donc là encore, on est effectivement dans la folie médicale. Mais ce qui est drôle, et c'est pas concerté, c'est que je suis parti exactement sur la même piste que lui, sur le projet MKUltra. Et puis je suis remonté la piste jusqu'à l'époque, l'opération Paperclip, donc qui faisait faire venir des scientifiques allemands. C'est à l'époque où la Russie et puis les USA se battaient pour obtenir les meilleurs scientifiques. Et donc, et derrière, il y avait toute une guerre qui était une guerre froide. Donc c'est pour ça que ça parle aussi de la folie des hommes, entre qui va obtenir le summum, enfin le meilleur moyen de contrôler les gens. Donc les Russes à l'époque, ils avaient déjà le sérum de vérité. Donc, quand ils ont ouvert ce qui a donné lieu à MKUltra, alors que ça remonte aux années 50, ils sont battus pour savoir comment contrôler les hommes. Et en plus, ce qui est bon, excusez-moi, c'est que j'étais dans une des régions centrales à l'époque où je travaillais, où j'étais au Canada, où ça s'est passé. Il y a des choses qui sont passées à Montréal, il y a des choses qui sont passées dans le Vermont. Il y a des îles psychiatriques dans le Vermont, il y a l'université McGill à Montréal où il y a eu des expériences qui sont passées là-bas. Donc ça m'a permis aussi de faire remonter aller sur la trace de cette folie et de la faire remonter justement à travers l'histoire, comment c'est passé justement des cendres de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant. Donc, pour le coup, j'ai relié la folie de mon enquêteur, qui lui est aphasique suite à un accident, et ce travail aussi de mémoire. Je reviens justement sur Dans la toile.
Bah, en fait, depuis le début, si on regarde bien le tricycle rouge, le brasier qui se passe avec les mêmes personnages et qui est aussi sur la folie humaine, là, pour le coup, aussi plus dans le cadre-là. Pourquoi j'ai voulu travailler? Parce que je me suis rendu compte que finalement, c'est un matériau narratif que j'aime travailler. Et alors pour le coup, encore plus fort dans la toile, puisque je suis parti du principe de me mettre dans la peau donc, de l'antagoniste qui, elle, souffre d'amnésie. Et qui est un parti, parce que quand on écrit à la première personne, il y a une sorte de contrat de confiance. Tu me voles mes questions. Je te vole tes questions? Ah, désolé. C'était prévu. Ok, non, parce qu'il y a un contrat de confiance qui se fait quand on écrit à la première personne. Le lecteur devient un peu le confident du protagoniste. Et c'est très bien, mais des fois, ça peut nous retirer quelques effets de suspense, parce que notre niveau de connaissance, il est toujours au même niveau, quelque part, que le protagoniste. Et là, je me suis dit, mais comment changer ça? Eh bien, c'est très simple. Si l'héroïne est amnésique, le personnage, des fois, le lecteur peut avoir plus de connaissances qu'elle, alors qu'elle écrit à la première personne. Donc c'est aussi, j'ai choisi aussi la folie pour un matériel narratif. Alors, on est aussi sur ce week-end à Saint-Maur sur le thème des héros et des héroïnes. Et tous les deux, vos personnages centraux sont des femmes. Pourquoi avez-vous choisi de mettre des femmes en scène et au centre de vos romans plutôt que des hommes? Je commence. Vas-y. Ok. Alors, moi, j'ai toujours, un peu comme George Martin, j'ai toujours aimé les personnages féminins forts. Parce que j'ai toujours constaté dans ma vie que les femmes étaient très fortes. Et j'ai toujours été fasciné par cette force. Et regarde bien mes personnages comme Clémence ou même Sophie dans mes premiers, sont des femmes fortes. Là, elle est un peu plus en faiblesse, mais ça reste... Je ne veux pas spoiler, mais il y a quand même une force. Et moi, c'est cette force chez les personnages féminins et en même temps cette faiblesse qui m'attire. J'ai toujours été fasciné par les héroïnes. Et moi j'ai choisi une femme parce que j'en serais jamais une et que c'était l'occasion. Donc je me prononce peut-être un peu, mais donc voilà, je me suis dit souvent quand on écrit on a quand même besoin pour créer de prendre un peu de distance avec les personnages que l'on va faire vivre, et j'avais besoin d'être vraiment dans quelqu'un de totalement différent de ma personne pour pouvoir m'investir et la visualiser. Et Sarah, elle est née d'un constat simple. Je me suis dit, si un jour il m'arrive une tuile et que j'ai besoin d'un inspecteur, j'aimerais vraiment que ce soit elle qui s'occupe de l'affaire. C'est comme ça qu'elle est née. Et l'autre partie, et ça rejoint ce que tu disais sur l'amnésie, Vincent, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un personnage... Comme nous tous, on connaît notre histoire, on connaît une partie de notre passé, mais on a en nous parfois des failles ou des moments de notre vie où on se dit tiens, c'est bizarre que je me sente comme ci, c'est bizarre que je me sente comme ça, et je comprends pas d'où ça vient. Et donc Sarah, en fait, elle a des éléments de son passé ou des éléments de sa famille qui influent sur elle, mais elle les connaît pas, elle les comprend pas, et ça la perturbe énormément, et ça sera l'objet d'une de ses prochaines enquêtes. Donc une suite au complot avec Sarah. On en apprend des choses. Alors, est-ce que vous avez aussi une petite part de féminisme en vous, du coup? Pour ceux qui ont lu Complot, c'est évident. Mais le mot féministe, en fait... Quand j'ai fait mes recherches pour écrire Complot, c'est parti déjà d'un reproche qu'on m'avait fait il y a très longtemps, et on m'avait dit tous les hommes sont machos, on m'avait dit toi aussi, j'étais traumatisé par ça parce que je me voyais pas du tout comme ça, et donc j'avais commencé à faire des recherches, et quand j'ai découvert l'ampleur des origines de la misogynie et de la manière surtout dont elle a été fabriquée, construite, organisée, que ce soit en matière mythologique, de religion, jusqu'à façonner nos inconscients collectifs jusqu'à aujourd'hui, j'ai trouvé ça tellement incroyable que c'était l'objet d'un thriller. Un thriller aussi, c'est quoi? C'est révéler des vérités enfouies, c'est aller creuser, donc c'était une enquête passionnante et à la fois même agaçante quand on se disait mais c'est pas possible qu'on soit passé à côté de ça. Donc oui, c'est féministe, mais souvent, je veux dire, c'est un mot qui devrait pas exister parce que on se dit... oui, il y a le féminisme aujourd'hui. Ah ouais, mais non, mais tu te souviens, à l'époque, les gens, ils avaient le mot féministe parce qu'il y avait la moitié de la population humaine qui n'avait pas les mêmes droits. Mais non, c'était il y a longtemps, ça. Non, ça existe toujours. Donc voilà, oui, féminisme, mais en même temps, en me disant, il ne devrait plus exister, le mot. Et c'est pas de la démagogie, c'est juste, pour le coup, quand on a vraiment
quand on est garçon ou homme, on se rend pas compte de plein de choses, mais quand on commence à travailler la question, on se dit j'aimerais pas être à l'autre place. Pour le terme en question, je pense que je suis un peu d'accord avec Nicolas pour le terme. Je me positionnerai pas comme ça. J'ai toujours été fasciné comme le expliquais avant, par la force. J'ai toujours eu dans mon entourage des femmes fortes, donc solides. Et je pense qu'Octavie qui voulait avoir une femme comme Catherine, je peux comprendre ça. J'ai toujours plus de solidité, j'ai trouvé. Donc, et je trouve qu'effectivement le terme ne devrait pas exister non plus. Et par ailleurs, le fait d'avoir vécu 6 ans aussi au Québec a pas mal aussi changé ma vision des choses. Là-bas, il n'y a pas de différence, il y a très peu de différence. Ou alors s'il y en a, pour le coup, elles sont presque plus à l'avantage des femmes. Et c'est pas rare de voir des femmes dirigeantes d'entreprise, c'est pas rare de voir des femmes qui occupent des postes à responsabilité, et c'est pas rare non plus de voir quand il y a des travaux, donc des femmes en bleu de travail et tout ça. Donc c'est vraiment, ça fait un changement. Mais il faut savoir que là-bas, il y a eu une révolution qui s'appelle la Révolution tranquille, qui a fait que les femmes ont pris le pouvoir, ont renversé un peu la religion, qui les avait transformées en femmes pondeuses. Et quelque coup, ça se ressent beaucoup dans la société là-bas. Et pour avoir passé 6 ans là-bas, je pense que je suis pas imperméable à ça. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais mais les mouvements masculinistes qui sont les pendants, qui sont même pas les pendants, qui sont des mouvements qui se développent de plus en plus à travers le monde, qui sont en gros des hommes et même quelques femmes qui se réunissent en disant les femmes ont pris trop de pouvoir, il est temps qu'elles reviennent à leur place et qu'on leur explique de manière souvent très violente, très agressive. Il y a eu, vous savez, ce type qui avait foncé avec une camionnette aussi dans les rues à Toronto. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il faisait partie de ces mouvements masculinistes qui sont des gens qui détestent les femmes parce qu'elles sont des femmes et qui vont les tuer parce que ce sont aussi des femmes. Et en fait, les théoriciens de cette pensée-là sont au Québec. Voilà, et ils sont à Montréal notamment. Ils considèrent que voilà, maintenant les femmes ont eu trop, voilà, et c'est l'antagoniste de Sarah dans Complot, ce personnage-là. Merci messieurs, alors je suis désolée, on va devoir mettre fin à notre entretien qui était pourtant bien sympathique. Je vous invite à retrouver Vincent et Nicolas, je vais y arriver, sur leur stand si vous voulez poursuivre avec eux cette discussion. Merci à vous. Merci.